Salut la compagnie. Bon, je pensais jamais dire ces mots, mais on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau chapitre de Hunter x Hunter. Depuis le temps qu'on attendait ça, depuis le temps qu'on voulait que Togashi nous fournisse la suite, c'est enfin arrivé, ça y est, et on n'est pas déçus. On n'est pas déçus parce que ce chapitre-là, il commence déjà avec d'énormes plot twists, franchement, parce que là, je suis en train de me rendre compte, enfin, depuis le début, on nous parle, ouais, le Dark Continent et tout ça, et en fait, plus on avance, et plus je me dis que le Dark Continent, on en a rien à foutre, quoi. On en a rien à foutre, parce que même Beyond Netero, qui est à l'origine du fait qu'ils vont sur le Dark Continent, c'est ça à la base, et ben j'ai l'impression que lui, il a un objectif qui n'a rien à voir avec le Dark Continent. Parce que là, on a, en fait, rappelez-vous, on a un des gardes du 5e prince, une des gardes du 5e prince, qui va voir Kurapika pour discuter avec lui, afin de négocier, visiblement. Et elle a déjà un pouvoir de naine, ça se voit d'entrée de jeu. Alors, son pouvoir est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, elle peut faire signer un contrat à deux personnes qui doivent absolument respecter. Si jamais ils les respectent pas, là, en tout cas, dans le cas présent, je sais pas si c'est le cas de tous les contrats qu'elle fait signer, mais si c'est pas le cas, et ben du coup, une des deux personnes, en gros, est privée de naine pendant une semaine. Ce qui est violent quand tu vois sur le bateau la vitesse à laquelle les gens crèvent, tu perds ton naine une semaine, autant dire que t'es condamné à mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pour que ça marche, elle est obligée d'expliquer quel est son pouvoir en détail, comment ça fonctionne et tout. En fait, elle peut rien cacher. Je trouve ça cool parce qu'au début, quand elle arrive avec son contrat, vous savez comment ça marche en général, tu peux faire signer un contrat et faire en sorte qu'il y ait une petite ligne un petit peu ambiguë, notamment là par exemple, elle parle du fait que si jamais un des deux princes, si jamais un des gardes des deux princes attaque l'autre, eh ben ça voudra dire que le contrat est rompu et qu'il n'a pas respecté le contrat. Du coup, tu peux toujours, comme dit Kurapika, attaquer, c'est super vaste, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que le fait d'utiliser un sort de naine de guérison sur une personne blessée, est-ce que c'est considéré comme une attaque? Ou est-ce que c'est considéré comme autre chose? Voilà, il y a plein de choses qui font que tu peux couillonner la personne qui signe le contrat, si jamais t'arrives à faire un truc ambigu qui fonctionne dans ton cas et que l'autre avait pas vu venir, même si je pense que là, le fait qu'elle soit obligée de respecter, de tout expliquer en détail pour que son pouvoir marche, fait que je pense que l'ambiguïté ne peut pas exister. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que Kurapika ne se fait pas baiser si jamais il signe ce contrat. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va apprendre des choses sur elle. On va apprendre des choses folles. Vraiment, c'est fou, je vous dis, on commence ce nouveau chapitre de Hunter x Hunter, la nouvelle session de chapitre de Hunter x Hunter, par une dinguerie. Parce que elle est la garde du 5e prince, elle explique qu'elle est la fille de Beyond Netero, donc de la personne qui est responsable du fait qu'ils partent sur le Dark Continent. Elle explique qu'ils sont en gros, je crois que, je sais pas si elle dit 10 exactement ou une dizaine, mais en gros, il y a au moins 10 personnes qui sont les enfants de Netero et qui sont actuellement en tant que gardes sur le bateau et que leur objectif, d'après les spéculations, elle en est pas sûre, c'est de tuer certains princes et princesses afin qu'il y en ait un en particulier qui monte sur le trône, et elle suppose que cette personne serait un des enfants de Beyond qu'il aurait réussi à subtiliser, à mettre à la place de... Pas subtiliser, mais il a enfanté, en fait, un des personnes qui est considéré actuellement comme le fils du roi. Alors le problème, c'est que pour le fameux rituel du pot, vous savez, où ils ont eu leur bête de naine, il faut absolument qu'on ait du sang royal. Donc ça voudrait dire que soit t'as fait un enfant avec... bah non, tu peux pas en fait, parce que toute la famille qui est avec le roi, là je réfléchis en même temps, mais en fait, de mémoire, je dis peut-être une connerie, hein, dites-moi dans la zone commentaire si je me trompe, mais toutes les femmes avec qui le roi a fait des gamins, c'est pas ses sœurs. Donc il doit y avoir autre chose. Est-ce que ce serait... Je sais pas d'où ça vient, mais il a fait un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a une, c'est peut-être une cousine ou un truc qui fait qu'il y a du sang royal. Est-ce que ce serait pas rapport avec un des membres de la mafia? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a un des enfants qui est à 99,9% un des enfants de Beyond Netero. Et leur objectif, du coup, c'est de faire en sorte de tuer tout le monde dans cette guerre de succession, sauf celui-là, afin qu'il monte sur le trône et que Beyond puisse le manipuler. Ou alors il est d'accord avec lui et ils ont déjà mis en... C'est tout à fait possible, hein, je ne sais pas du tout. Mais pour moi, les spéculations sur quelle est l'identité de ce prince-là, je pense que le 4 c'est un peu trop facile. Puis le 4 est déjà overpété, donc il n'a pas besoin de ça en plus. Je dirais peut-être
Pourquoi ça serait pas le 14? Pourquoi ça serait pas celui dont s'occupe Kurapika? Parce que ça expliquerait pourquoi il parle du Dark Continent que maintenant. Parce que si ça fait 30 ans qu'il est en train de mettre son plan à exécution, pour qu'il fonctionne, il fallait impérativement qu'un des enfants qui soit considéré comme un des enfants du roi, donc un des princes, soit un de ses gosses. Il avait pas besoin d'attendre qu'il en ponde 14 et que ce soit plus galère pour lui de les tuer tous. Si le premier ou le deuxième était un de ses enfants, bah il aurait pu faire il aurait pu parler du Dark Continent à ce moment-là, préparer la guerre de succession à ce moment-là, et du coup, ben il y aurait eu que un môme ou deux à tuer. Là, il faut en buter 13. Donc je pense que après réflexion, on en a parlé dans le live hier sur Twitch, je rappelle que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30, mais je pense maintenant que c'est peut-être le 14e gamin qui serait son fils, mais dans ces cas-là, comment il ferait pour le manipuler? Parce que bah c'est un môme, c'est un bébé, il fait comment? À moins que sa mère soit au courant du deal et qu'elle soit de son côté et que du coup, bah peut-être qu'elle serait la régente tant qu'il serait bébé, je ne sais pas. Mais moi, je pars sur le 14e. Honnêtement, là, après réflexion, je pars sur le 14e prince et le bon. Mais je dis ça parce qu'en fait, personne ne le sait, même pas eux. Même pas les enfants, là. Ils savent, ils ont été maudits. D'ailleurs, l'image de la malédiction dans la bouche, là, waouh, incroyable. Ils ont été maudits, et à un moment donné, ça me rappelle un peu Battlestar Galactica pour ça, pour les sillons, à un moment donné, ils vont faire un truc qui va tuer un des princes ou une des princesses, dont c'est leur mission, mais ils sont pas au courant de quelle mission c'est. Franchement, mais c'est incroyable de mettre des plot twists comme ça, franchement. Tu trouvais pas que c'était déjà assez galère de comprendre ce qui se passe dans la guerre de succession? Là, c'est ouf parce que entre la mafia, la présence de l'araignée, de la brigade fantôme du coup, la guerre de succession, et là, t'ajoutes le délire avec Beyond Netero au milieu de tout ça, mais le méga bordel, quand tout va... À un moment donné, je pense que tout va s'entrecroiser et que tout va péter, et quand ça va arriver... Ça va être une putain de dinguerie, franchement. Mais là, ouais, j'avoue que dès le premier chapitre, il nous épargne pas. Hein. Il nous épargne pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la nana, la gardienne, là, elle explique que, bah, elle sait qu'elle va pas pouvoir faire autrement. Qu'elle va devoir accomplir sa mission. Et elle demande à Kurapika que, une fois que la succession sera faite, qu'elle aura accompli la malédiction et que le mec ça sera censé monter sur le trône, elle veut tuer ce fameux successeur qui a été choisi par Beyond Netero. Et ça, c'est une dinguerie, mais c'est compréhensible, en fait, parce que elle est manipulée comme un objet, c'est un outil dans le but que recherche Beyond. Il y a rien d'amical, il y a rien d'amoureux, il y a rien d'affectif et tout. Il se sert juste d'elle comme vous servez d'un ciseau pour couper une feuille. Donc, elle a pas envie en fait de l'aider, mais elle est contrainte par la malédiction. Donc en fait, elle veut niquer, même s'il arrive à son objectif, elle veut tuer le prince ou la princesse afin de faire en sorte que l'objectif de Beyond Netero ne se réalise jamais. Et en fait, quand on voit tout ça, il y a un truc que j'ai dit en début de vidéo, et je pense que là, c'est plus ou moins confirmé ici, c'est que, est-ce qu'on n'irait pas jamais sur le Dark Continent, en fait? Parce que là, vu comment c'est parti, tout le monde s'en branle du Dark Continent, en fait. La Brigade Fantôme, elle est là pour niquer Hisoka et pour récupérer le trésor de la famille du royaume de Kakin. Tu as les princes et tout ça qui sont juste là pour la guerre de succession. Pas tous, mais il y en a en grande partie. T'as l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout de ce qui se passe sur le Dark Continent. Peut-être qu'après, il passera des dingueries s'ils accostent, hein, mais... En plus, je pense que les 3 quarts d'entre eux, ils se feraient ouvrir en deux dès qu'ils arriveraient, parce que on nous explique que le Dark Continent, les monstres sont tellement puissants qu'à côté de ça, les Chimera Hunt, c'est de la blague. Enfin, je veux dire, les Chimera Hunt, au final, on les a pas battus. Hein. On a été obligé de donner le coronavirus à Meruem pour le gagner. Donc, imaginez si t'as des créatures ne serait-ce que 2 fois plus puissantes que les fourmis, bah c'est game over les gars, c'est game over, on arrive et c'est l'hécatombe. Donc je suis en train de me dire de plus en plus qu'il n'y aura pas d'arc sur le Dark Continent, et que du coup ça va peut-être permettre à Togashi, qui est quand même pas une foudre de guerre en termes de travail, de pouvoir finir son manga, parce qu'il suffirait qu'il termine la guerre de succession et il pourrait clôturer son œuvre là-dessus. Même si là, ils vont arriver sur le Dark Continent, donc... ça serait quand même bizarre, en fait, qu'ils arrivent sur le Dark Continent et qu'ils fassent « Bon, on fait demi-tour, en fait, flemme !» Ce serait trop chelou, quoi, donc je pense quand même qu'il va se passer des trucs là-bas, hein, c'est fort probable. Mais c'est clairement... T'as l'impression vraiment que c'est quelque chose de complètement anecdotique pour les gens qui sont sur le bateau actuellement. C'est ça que je trouve complètement fou, quoi. Bon, après, là, on a Kurapika à la fin qui explique que ils n'ont pas passé d'accord quand ils reviennent dans la salle, parce que les gens se demandent, parce que personne n'est au courant, même pas le 5e prince, il est pas au courant du contrat qu'elle est en train de passer avec Kurapika. Et ils te disent tous que le contrat n'a pas été signé. Mais je suis convaincu qu'en fait, il l'a été. Peut-être pas celui qu'on a vu,
parce qu'en fait, on n'a pas vu l'info. Kurapika, il hésite, et à ce moment-là, on revient sur ce qui se passe de l'autre côté de la porte, avec les gens qui se disent « Ouais, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ?» et tout ça, et puis t'as Kurapika qui arrive en disant « Oh, c'était vachement sympa, on n'est pas d'accord pour faire un traité de paix, mais par contre, on est d'accord pour les informations à vous donner et tout ça. » Non, non, mec, soyons clairs, tu nous prends pour des cons, on sait très bien que t'as signé un contrat, mais maintenant, on sait pas lequel c'est. Mais je pense que Kurapika, comme il est à la protection du 14e prince, en fait, c'est compliqué parce que si jamais... Elle peut pas faire ça, en fait, parce que si elle passe un pacte avec Kurapika, pour qu'il y ait un traité de paix et qu'ils se battent pas entre eux, si son pouvoir maudit, il consiste à buter le 14e prince, ben, elle va rompre le contrat, à moins que je l'ai mal compris. Du coup, elle va être privée de naine pendant une semaine, et si, entre-temps, bah, le prince est choisi comme successeur, un des princes est choisi comme successeur, bah, du coup, elle a plus de naine, donc elle pourra pas s'en charger. D'ailleurs, c'est quoi son pouvoir de naine? Je me demande, franchement. Enfin, en dehors de ça, comment elle fait pour... avec quel pouvoir de naine, sachant que son truc c'est de faire des jolis contrats, avec quel pouvoir de naine elle se dit elle va pouvoir tuer le prince? Surtout qu'ils ont des bêtes de naine des fois qui sont assez violentes quand même. Donc après peut-être que c'est une tentative suicide et qu'elle a aucune chance, hein, on verra bien. Mais en tout cas, on a commencé, alors déjà, graphiquement, il y avait un travail vraiment sérieux de fait, il y a des plans qui étaient vraiment très réussis. Après, bon, bah, il y avait beaucoup de blabla, mais c'est normal, hein, dans un chapitre qui nous explique des choses comme ça, et où qui font des plot twists assez fous, on était obligé de raconter des choses, et puis on termine avec un petit truc de fin, on revoit Beyond Netero qui est sur le bateau, et qui a une requête, il demande à voir quelqu'un. On se doute bien que cette personne sera en lien avec tout ça. Est-ce que ce serait pas la mère du 14e prince? Hein? Est-ce que ce serait pas la mère du 14e prince? On verra. On verra, j'espère qu'on aura la réponse prochainement. En tout cas, c'était compliqué de revenir à Hunter x Hunter avec ce chapitre-là. J'étais content de le faire en live avec vous, parce que du coup on a pu échanger nos idées, nos points de vue, nos théories, parce que c'est vrai que Hunter x Hunter, c'est pas le manga le plus facile à appréhender, surtout dans cet arc-là, surtout après une pause. Ah, c'est un arc qui dure depuis 6 ans, quoi, à peu près, et où t'as un chapitre tous les 36 du mois, donc c'est un peu compliqué de... Vraiment 36 du mois. Tous les 30 février, t'as un chapitre de Hunter x Hunter. Donc c'est compliqué de réussir à suivre un petit peu ce qui se dit, parce que c'est hyper... Je trouve que l'histoire est quand même compliquée malgré tout, mais quand tu te mets dedans, c'est quand même un kiff, quoi, hein, il faut le dire. Togashi, il est quand même vachement doué pour ça. Et là, vraiment, je suis impatient de voir la suite, parce que vraiment, ça me fait penser à des Heroes, à des Chaos, pour les séries que je connais, où tu as plein d'histoires qui s'entremêlent à la fin et qui se croisent tous à la fin, et je pense que c'est ce qui va se passer. À un moment donné, il va y avoir un putain de... Tout va démarrer d'un coup, le 4e prince, les plans des autres princes, la mafia, le Hisoka, la brigade fantôme, Kurapika, voilà, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie à un moment où ça va arriver, c'est sûr et certain, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et quelle théorie vous avez, parce que, comme je vous l'ai dit, Hunter x Hunter, c'est pas facile à appréhender, donc si ça se trouve, vous avez peut-être compris mieux des choses que moi, donc n'hésitez pas à en parler dans la zone commentaire, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!